Tout d'abord, je voudrais remercier le comité d'organisation et le comité scientifique de m'avoir invité pour vous présenter ce sujet que je trouve particulièrement intéressant, qui est le risque rénal de l'obésité. Je vais d'abord commencer par cette illustration, juste pour vous dire que les répercussions de l'obésité sur les maladies cardiovasculaires, les maladies métaboliques, ostéo-articulaires et pulmonaires sont bien reconnues. En revanche, les conséquences rénales de l'obésité sont rarement mises en exergue, hormis de façon indirecte par l'intermédiaire de l'hypertension artérielle et du diabète de type 2. Or, l'obésité est clairement, probablement, un facteur de risque au niveau rénal. Donc, sur cette présentation, je vais vous montrer d'abord que l'obésité est associée à un risque de survenue de maladies rénales chroniques et à un risque de progression de cette maladie rénale chronique chez des patients qui ont une néphropathie préexistante et qui sont obèses. Dans un second temps, on va voir la spécificité de cette atteinte rénale liée à l'obésité, les mécanismes physiopathologiques et également le traitement de la maladie rénale chronique liée à l'obésité. Alors, quand on parle de risque de survenue de maladie rénale chronique, bien entendu, un des premiers signes de cette survenue, c'est la protéinurie ou la microalbuminurie. Donc, dans cette étude que je vais d'abord vous présenter, qui est une sous-analyse de l'étude PREVENT, c'est une étude hollandaise sur 8000 sujets qui ont été stratifiés par stade d'index de masse corporelle. Et les auteurs montrent qu'il y a une prévalence de la microalbuminurie qui était importante ou augmentée chez les patients qui avaient un index de masse corporelle élevé. Et après ajustement pour les facteurs confondants, ils montraient que ce risque était plutôt élevé chez les sujets de sexe masculin par rapport aux sujets de sexe féminin. Alors, dans une autre étude, qui est cette fois-ci une étude japonaise, qui a inclus 5400 sujets, qui cette fois-ci n'étaient pas du tout protéinuriques et qui avaient une fonction rénale normale à l'inclusion, entre 97 et 99, et ces patients étaient suivis pendant 2 ans, donc était regardé l'incidence de la protéinurie en fonction de l'index de masse corporelle. Or, dans cette étude, ils ont les mêmes constatations que l'étude précédente, c'est-à-dire que l'incidence de la protéinurie était augmentée en fonction avec l'augmentation de l'index de masse corporelle dans la population générale, et plus particulièrement quand on regarde par sexe, c'est chez les hommes qu'on a une augmentation de cette incidence. Alors, qu'en est-il dans la survenue d'insuffisance rénale et d'insuffisance rénale terminale? Alors, on a cette grande étude californienne publiée en 2006 par TSU, où on a 320 000 sujets qui étaient au fait de la Kaiser permanente, donc c'est une assurance, inclus entre 64 et 85 et qui avaient un suivi très lent entre 15 et 35 ans. Il montrait que le risque relatif ajusté d'insuffisance rénale terminale était augmenté avec l'augmentation d'index de masse corporelle, et ce risque, il apparaît déjà pour des index de masse corporelle entre 25 et 30 kg par mètre carré, avec un risque relatif qui est à 1,87 à ces niveaux d'index de masse corporelle. Alors, quand on regarde l'impact de l'obésité sur la fonction rénale de néphropathie préexistante, ça c'est une étude stéphanoise qui a regardé au moment de la biopsie rénale les néphropathies à IgA, donc 162 sujets, quelles sont, en fonction de l'index de masse corporelle, quelle est l'évolution de fonction rénale après le diagnostic. Or, on voit que la présence d'un index de masse corporelle supérieur à 25 kg par mètre carré était associée à une moins bonne survie au niveau rénal.
Alors, qu'en est-il également dans les situations de réduction néphrotique, comme les néphrectomies? Donc ça, c'est une des seules études qui a un suivi très prolongé. Donc, chez 73 patients qui ont été néphrectomisés pour des raisons de tumeur ou de lithiase ou de pyélonéphrite chronique. Donc, Praga et ses collaborateurs ont séparé les sujets obèses et les sujets non obèses et ont regardé quelle est leur différence en termes de survie rénale et montré que les sujets obèses, sur un suivi d'environ 14 ans, avaient une moins bonne survie rénale comparée contre ceux qui n'avaient pas d'obésité. Alors, c'est vrai que toutes ces études que je vous ai montrées utilise comme critère un index de masse corporelle qui n'est pas réellement un marqueur de risque métabolique. Et par contre, on voit également qu'il y a d'autres auteurs qui se sont intéressés sur l'impact de l'obésité viscérale sur l'atteinte rénale. Et on voit que cette étude publiée dans le Journal of Hypertension en 2006 sur la cohorte DÉSIR, donc une cohorte française, sur un suivi de 6 ans, que le tour de taille et la présence de syndrome métabolique qui était défini par l'ATP, le critère américain ATP3 ou le nouveau critère de l'International Diabetes Foundation, était meilleur prédicteur de microalbuminurie par rapport à l'index de masse corporelle. Et on retrouve également cette relation sur d'autres études où l'obésité viscérale était associée à une microalbuminurie et une diminution du débit de filtration glomérulaire. Alors, est-ce que cette néphropathie a une spécificité? On voit que cette néphropathie est décrite depuis les premières descriptions datent de 1974, où Wessinger décrivait chez 4 patients obèses, dont 2 étaient protéinuriques, ce qu'on appelle la glomérulosclérose segmentaire et focale associée à l'obésité. Et 1 an plus tard, sur une série autopsique, Cohen et ses collaborateurs montraient qu'à cette néphropathie était associée une glomérulomégalie. Alors, la série la plus importante a été publiée en 2001 sur 6800 biopsies réalisées entre 86 et 2000. Camden, donc c'est une série américaine, montrait que l'incidence de cette néphropathie sur cette durée de 15 ans, finalement, a quasiment été multipliée par 10, en sachant que probablement un certain nombre de patients ne sont pas biopsiés du fait de difficultés techniques. Alors, ils ont essayé également de caractériser cette hyalino-segmentaire et focale en la comparant avec la hyalino-segmentaire et focale que l'on connaît, qui est idiopathique. Donc, sur les critères clinico-biologiques, on voit que cette néphropathie avait une protéinurie, mais à des taux moins néphrotiques que la glomérulosclérose idiopathique, qui avait moins de syndrome néphrotique, que l'albuminémie était plus élevée, et par contre, la présence d'une glomérulomégalie était quasi constante. Alors, qu'en est-il de la survie? Alors, la survie rénale, je dis bien comparée avec la hyalino-segmentaire et focale idiopathique, est meilleure dans la néphropathie, la hyalino-segmentaire focale associée à l'obésité. Alors, cette série a été faite sur des patients qui présentaient une obésité, mais avec néphropathie avérée. Une série plus récente a été faite sur des patients présentant une obésité extrême, mais qui n'avaient pas de néphropathie patente, et qui ont été biopsiés au cours d'une chirurgie bariatrique. Et ça a été comparé avec 14 sujets contrôles qui ont été biopsiés pour la plupart au cours d'un don de rein donneur vivant. Alors, il montrait qu'en l'absence de néphropathie avérée, que près de 77% avaient des lésions glomérulaires, dont 40% c'était l'hypertrophie podocytaire. Et ce qu'on retrouve également, c'est la glomérulomégalie avec une augmentation de la surface glomérulaire. Et quand on s'intéresse particulièrement à ce critère surface glomérulaire, on voit qu'il est
augmenté dans ces contextes d'obésité extrême, mais il est encore plus augmenté en présence de syndrome d'apnée du sommeil, qui permet de penser qu'il y a peut-être une contribution du syndrome d'apnée du sommeil dans ces lésions rénales. Alors, en analyse multivariée, on voit bien que le seul facteur qui était associé significativement avec la glomérulomégalie, c'est le syndrome d'apnée du sommeil. Alors, quels sont les mécanismes physiopathologiques associés à cette néphropathie? Alors, je ne vais pas détailler ce qui est l'hypertension artérielle ou du diabète, qui est souvent décrite, et de l'hyperfiltration glomérulaire. Je vais vous parler un peu de l'insulinorésistance, du rôle du tissu adipeux par la sécrétion ou la stimulation de sécrétion de certains de ces médiateurs, et du rôle de la lipotoxicité. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de discuter sur le rôle de l'apnée du sommeil. Alors, l'insulinorésistance a été démontrée depuis même 1998 comme chez le non-diabétique associé à la microalbuminurie, et que l'insulinorésistance est un risque indépendant de maladies rénales chroniques. Alors, qu'est-ce que fait l'insuline au niveau rénal? Elle a un rôle, donc l'hyperinsulinisme a un rôle dans la régulation du débit de filtration glomérulaire par la vasodilatation de l'artériole afférente, également par la stimulation de facteurs de croissance, donc qui entraînerait une hypertrophie glomérulaire. Également, plus récemment, il a été montré, donc on sait qu'il y a les récepteurs de l'insuline au niveau podocytaire, et il y a un groupe qui a fait une délétion de ce récepteur spécifiquement au niveau rénal, et montré que ces souris qui ont une délétion podocytaire du récepteur de l'insuline avaient une albuminurie, mais développaient également une glomérulosclérose en absence d'hyperglycémie. Alors ça, c'est quand même en faveur de la possibilité qu'en absence d'hyperglycémie, le fait d'avoir une insulinorésistance ou une anomalie du signal insulinique au niveau rénal pourrait entraîner des lésions glomérulaires. Alors, dans un deuxième temps, on va voir donc le rôle du tissu adipeux. Donc, vous savez tous que le tissu adipeux n'est plus considéré comme un organe inerte de stockage de graisse, mais également qu'il contribue au métabolisme par la sécrétion d'un certain nombre d'hormones. Alors, parmi cela, la leptine, on sait qu'elle est augmentée au cours de l'obésité, et qu'au cours de l'obésité, on a une résistance à l'effet de la leptine, en tout cas au niveau hypothalamique. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau rénal quand on a en présence de leptine? In vitro, en présence de leptine, on a une prolifération de l'endothélium glomérulaire et une stimulation de TGF-bêta, qui est un facteur profibrotique. Et quand on infuse in vivo chez les rats en intrapéritonéal au long cours la leptine, on a une augmentation, comme vous voyez ici, de la protéinurie avec une stimulation de la sécrétion de TGF-bêta et du collagène 4. Alors cette étude est à prendre un peu à pincettes, parce que quand on regarde dans le détail, les concentrations plasmatiques de leptine qui sont décrites sont bien au-delà des concentrations qu'on pourrait avoir chez le patient obèse ou l'insuffisant rénal qui commençait une augmentation de la leptine. Donc il reste à prouver que des concentrations moins élevées, si les concentrations moins élevées de leptine entraînent ce type d'anomalie. La deuxième protéine que je trouvais intéressante, c'est l'adiponectine. L'adiponectine est une protéine qui est insulinosensibilisatrice, cardioprotectrice, et on sait que l'adiponectine est abaissée chez l'obèse. Alors, dans cette étude intéressante, Sharma et ses collègues ont regardé l'adiponectine plasmatique chez des sujets à fonction rénale normale, mais qui étaient obèses, donc avec un BMI supérieur à 30 kg par mètre carré. C'est une sous-analyse de l'étude HEART. Donc il montre que plus l'adiponectine est basse, plus on a une excrétion urinaire de protéines. Alors quelle relation peut avoir l'adiponectine avec le rein? On sait qu'il y a des récepteurs à l'adiponectine au niveau podocytaire, et donc pour regarder quel est l'effet de l'adiponectine au niveau rénal, ils ont regardé des souris invalidées pour l'adiponectine.
Alors ces souris, comme on le voit ici, développent une protéinurie après 3 mois de vie. Et ils ont une augmentation des marqueurs de peroxydation au niveau rénal, comme le montre l'excrétion urinaire de peroxyde d'hydrogène. Et ce qu'ils ont montré également, c'est que in vitro, sur des cultures podocytaires, quand on les met en présence d'adiponectine, quelle que soit la forme de l'adiponectine recombinante, on avait une diminution de la perméabilité podocytaire à l'albumine, donc une diminution du passage de l'albumine à travers les podocytes. Donc la dernière hormone dont je vais vous parler, c'est l'aldostérone. On sait que l'aldostérone plasmatique est augmentée au cours de l'hypertension, mais cette étude est intéressante parce qu'ils ont regardé dans 66 familles d'hypertendus aux Seychelles, donc qui représentent 356 sujets. Donc il y avait des familles d'hypertendus, donc il y a des hypertendus et des non hypertendus, et ils ont montré que l'aldostérone plasmatique augmentait avec le nombre de facteurs de risque métaboliques dans cette population-là, et alors qu'on n'avait pas une augmentation de l'activité rénine plasmatique. Alors, quand on regarde dans le modèle animal, on voit que dans ce modèle de rat, de syndrome métabolique chez le rat, on a une augmentation de l'aldostérone et que cette aldostérone est corrélée avec la protéinurie de façon positive. Alors, quelle est la relation entre le tissu adipeux et l'aldostérone? Donc l'effet spécifique de l'aldostérone dans cette étude est montré par le fait que d'utiliser des inhibiteurs sélectifs de l'aldostérone, comme l'éplérénone, diminue cette protéinurie, mais également le stress oxydant qui est associé avec le syndrome métabolique. Alors, quelle est la relation de l'aldostérone avec le tissu adipeux, en tout cas le syndrome métabolique? C'est dans cette étude qui est assez originale qu'on trouve la réponse, mais on ne sait pas quels sont les facteurs qui y sont associés. Les auteurs ont mis les surnageants de tissu adipeux humain dans une culture de cellules surrénaliennes et montré qu'on avait une stimulation de la sécrétion d'aldostérone en présence de surnageants provenant de tissu adipeux humain. Et donc cette stimulation de sécrétion d'aldostérone n'est pas inhibée en présence d'inhibiteurs d'angiotensine 2, donc ce n'est pas un effet qui passe par la stimulation de la sécrétion d'angiotensine 2, mais les facteurs impliqués ne sont pas clairement identifiés pour l'instant. Alors dernièrement, je vais vous parler du rôle des dépôts ectopiques de graisse ou de la lipotoxicité dans la maladie rénale liée à l'obésité. On a déjà des publications qui montrent que quand on met un régime riche en graisse chez le rat ou la souris de 4 semaines, on a une accumulation de graisse intrarénale, c'est des triglycérides, et on a une augmentation associée des gènes impliqués dans la lipogénèse, comme SREB, fatty acid synthèse ou acétyl-CoA carboxylase, et une augmentation des marqueurs de stress oxydant et de l'inflammation. Alors, plus récemment, on a l'équipe de Rochester qui a publié chez le porc, donc qui a étudié chez le porc, de façon, disons, en combinant des études physiologiques et l'imagerie, quel est l'effet d'un régime riche en graisse de 10 semaines sur cette accumulation de graisse au niveau rénal. Alors, il montre que, donc ça c'est les régimes le normal diet, et là c'est le high fat diet. Donc on voit clairement qu'on a une accumulation de graisse au niveau périrénal, mais également en histologie avec le oil red staining, qu'on a une augmentation des lipides au niveau du cortex et de la médullaire. Et dans cette étude, il montre que ces anomalies qui étaient très précoces étaient associées à l'hyperfiltration glomérulaire et également à une prolifération microvasculaire avec stimulation du VEGF et une vacuolisation tubulaire. Donc, qui permettent de penser que peut-être que c'est des lésions très précoces qui précèdent les autres anomalies glomérulaires qu'on voit dans les suites. Alors, qu'en est-il dans le modèle humain?
Donc ça, c'est une sous-analyse de l'étude Framingham MDCT, c'est Multidetector Computed Tomography, pour lesquels les 2900 sujets avaient bénéficié d'un scanner pour évaluer et la graisse du sinus rénal et la graisse viscérale qu'on décrit habituellement, et la relation que ça pouvait avoir avec le débit de filtration glomérulaire qui était mesuré par MDRD. Alors, on voit que la présence, ce que j'appellerais le fatigue kiné en tout cas, est associée à une prévalence augmentée d'insuffisance rénale et plus même que la présence de graisse au niveau viscéral isolé, et que la combinaison des deux était associée à une plus grande prévalence d'insuffisance rénale chronique. Donc après le fatty liver, peut-être qu'on parlera du fatty kidney, mais il faut encore étayer les mécanismes physiopathologiques. Alors, je vais rapidement passer au niveau du traitement. Alors, en termes de traitement, les approches thérapeutiques sont bien sûr la réduction pondérale par des méthodes non chirurgicales ou chirurgicales. Et je vais juste vous parler de la place des IEC, puisqu'on a une étude avec un nombre important de patients. Je ne vais pas vous parler du traitement antilipémiant et la correction de l'apnée du sommeil. Alors, pour la réduction pondérale, on a la chance d'avoir cette méta-analyse, puisque la plupart des études se sont intéressées à un nombre restreint de patients. Cette méta-analyse qui regardait l'effet des traitements non chirurgicaux sur la protéinurie et la filtration glomérulaire. Alors, les traitements non chirurgicaux qui ont été sélectionnés, c'est les restrictions la restriction calorique, mais en excluant les régimes pauvres en protéines, les traitements médicamenteux et ou associés ou non avec l'exercice physique, bien sûr. Donc, en reprenant donc, ces études, on voit que dans cette méta-analyse, quel que soit de toute façon le traitement qui a été réalisé, on a une diminution de la protéinurie. Quand on s'intéresse au débit de filtration glomérulaire, on voit qu'il n'y a pas d'effet sur le débit de filtration glomérulaire. Mais je tiens à préciser que ces études, comme vous le voyez, se sont intéressées quand même à des gens qui avaient déjà des débits de filtration glomérulaire qui étaient faibles, donc qui avaient déjà une néphropathie assez avancée. Et également, la durée de suivi moyenne est de 5 mois, ce qui, à mon avis, ne permet peut-être pas d'avoir les effets, de voir les effets escomptés. Alors, qu'en est-il des traitements chirurgicaux? Alors, les traitements chirurgicaux, par contre, se sont intéressés à des patients qui n'avaient pas d'insuffisance rénale finalement, puisqu'ils étaient pour la plupart en hyperfiltration glomérulaire. Mais avec ces traitements chirurgicaux, on voit qu'il y a une diminution de l'hyperfiltration glomérulaire. Et quand on s'intéresse à la protéinurie, il y a une des études qui s'y intéresse particulièrement, c'est celle de Nazaro Diaz publiée en 2006, chez des femmes qui ont une chirurgie bariatrique, un suivi prolongé, enfin 24 mois, mais qui avaient une obésité extrême, et un suivi de la filtration glomérulaire et de la protéinurie. Alors on voit qu'il y a une diminution importante de l'hyperfiltration glomérulaire avec près de 58%, et une diminution de la protéinurie et de l'albuminurie. Mais alors on n'a pas d'éléments sur l'excrétion en sel, sur la tension. On voit bien l'interaction avec le contrôle de la pression artérielle. Et surtout une étude plus récente qui montre qu'il y a une amélioration précoce de la microalbuminurie après chirurgie bariatrique, indépendante de la perte de poids, permet quand même de penser que probablement au cours de cette chirurgie, les modifications précoces des incrétines ou de certains facteurs métaboliques pourraient avoir eu un effet sur la microalbuminurie. Alors, pour l'effet des IEC sur la protéinurie, on a cette étude de l'équipe de Zoccali qui a été publiée en mai 2011,
qui est une analyse post-hoc de l'étude RAN, donc c'est Ramipril Efficacy in Nephropathy, qui a étudié chez près de 300 patients, dont 14% d'obèses et 31% en surpoids, l'effet du Ramipril versus placebo sur la protéinurie et la fonction rénale. Alors, les patients étaient stratifiés en fonction de leur BMI, donc inférieur à 25, 25 à 30 et supérieur à 30. Et on voit que concernant la protéinurie, l'effet antiprotéinurique du Ramipril est plus marqué pour des patients qui ont une obésité ou qui étaient en surpoids par rapport aux patients qui avaient un BMI inférieur à 25. Alors on voit cette même tendance pour ce qui est la fonction rénale. Donc l'incidence cumulée d'insuffisance rénale terminale était significativement diminuée chez les patients sous Ramipril dans le groupe obèse ou en surpoids par rapport au groupe qui avait un index de masse corporelle normal. Alors, avant de conclure, je vais juste vous présenter cette méta-analyse parue en 2008 qui regardait les conséquences globales rénales de l'obésité. Donc, bien entendu, il y a l'insuffisance rénale, mais il y a également les calculs rénaux et aussi les cancers rénaux qui sont favorisés par l'obésité, que je n'ai pas eu le temps de discuter ce jour. Alors, en conclusion, l'épidémie, voire la pandémie d'obésité et de syndrome métabolique a probablement un impact rénal, qu'en termes de prédiction de lien de causalité, l'adiposité viscérale est peut-être meilleure que l'index de masse corporelle. Sur le plan histologique, il s'agit d'une hyalinose segmentaire et focale avec glomérulomégalie. Il y a encore beaucoup d'hypothèses, mais beaucoup de preuves à apporter au niveau physiopathologique. En termes de traitement, bien entendu, la réduction pondérale reste le traitement de choix, puisque ça permet de diminuer les autres facteurs de risque également. La place des IEC dans les néphropathies avérées, je pense que ça peut couler de soi, mais par contre, en prévention primaire de l'apparition de cette néphropathie, je n'ai rien trouvé, donc il n'y a pas d'évidence. Je vous remercie pour votre attention. Questions, interventions? Merci. On est frappé par la meilleure association du périmètre abdominal avec la protéinurie par rapport au BMI. Est-ce qu'à votre connaissance, dans les grandes études que vous avez présentées, des gens se seraient intéressés à l'importance du dépôt de graisse périrénale, qui finalement est une graisse viscérale rétropéritonéale, dans la meilleure association que vous avez mise en avant? Non, il n'y a pas. C'est la seule étude que j'ai trouvée. Il y a une étude chez le diabétique avec la survie de maladies rénales et la graisse périrénale, mais pas d'étude sur du tout venant non diabétique. Vous avez fait une belle revue sur le risque rénal et l'obésité et vous avez insisté à un moment donné sur le rein fatty kidney. Mais la dernière étude qui vient de sortir, le SHARP, ne montre pas d'effet sur le rein. Elle montre un effet bénéfique sur la prévention cardiovasculaire. Donc on se serait attendu à ce qu'une étude aussi large, si on est capable de réduire un petit peu l'infiltration graisseuse, ou enfin en tout cas tout ce qui est graisse au niveau rénal, apporte quelque chose. Or, SHARP n'apporte rien sur la fonction rénale. Donc si vous voulez, le côté rein disons gras, pour l'instant on n'a pas grand-chose à proposer comme prévention. Mais SHARP, c'est pas des obèses et c'est des statines, donc on n'est pas sûr du tout qu'on a un effet sur la graisse périrénale dans SHARP. Ce qu'on sait, c'est que ça n'a pas d'impact, mais je ne suis pas sûr que ce soit la même population. Non, déjà, c'est l'infiltration rénale, c'est plutôt des triglycérides. Et donc le mécanisme n'est peut-être pas le même que ce qui se passe avec le cholestérol ou l'effet des statines. Et c'est plutôt associé avec une insulinorésistance, cette infiltration, probablement.
Donc il y a beaucoup de choses à faire pour connaître les mécanismes, à mon avis. Je voulais vous poser la question. En fait, est-ce qu'on a des études sur l'activité physique ou d'autres moyens de diminuer l'insulinorésistance sans toucher trop au poids, ce qui correspondrait peut-être aux études bariatriques, de chirurgie bariatrique qui donnent un effet rapide? Non, sans modification du poids, j'ai rien vu. Peu de modification, enfin, quelque chose qui changerait l'insulinorésistance. La principale étude qu'on avait, c'était la pioglitazone. Et alors ça donnait... Qui montrait une baisse de l'expression urinaire d'albumine indépendamment du poids et parallèlement à l'effet d'antidiabétique en termes d'insulinorésistance. Oui, donc en fait ça conforte bien. Ça colle et avec un effet hypotenseur, ou en tout cas une différence dans la tension qui faisait qu'on ne savait pas trop si c'était l'effet sur l'insulinorésistance ou l'effet pressionnel. Oui, quand on compare donc le traitement chirurgical ou non chirurgical avec un régime protidique normal, la chirurgie bariatrique, donc on diminue le régime protidique. Quand vous avez montré sur la population américaine avec une albumine normale, avec glomérulosclérose et 7% de syndrome néphrotique, là, c'était quoi le régime protidique? Parce que les Américains mangent beaucoup de viande. Donc quand on réduit quand même le régime protidique, on réduit l'hyperfiltration, on réduit la glomérulosclérose. J'ai pas compris la question. C'est pour dire que... Non, c'est une question ou une affirmation? C'est des constatations, c'est juste pour dire quand on réduit le régime, on réduit le régime protidique. C'est sûr, si on compare avec un régime protidique normal, ce qui est chirurgical, on va diminuer le régime protidique dans le chirurgical. Donc on compare deux études différentes. Je ne les ai pas comparées, je vous ai juste présenté les études telles qu'elles sont. Monsieur Ricklein, on clôturera cette première partie parce qu'il faut retrouver le soleil. L'orateur se sauve, alors je ne sais pas si je peux poser la question. Si, mais elle va te répondre directement juste à toi. Bon. Vous avez dit que dans la néphropathie avérée avec protéinurie, le blocage du système rénine par les IEC ne se discutait pas. Vous avez dit que pour la prévention primaire, on ne savait pas, mais par analogie avec les diabétiques, entre les deux, on a quand même la néphropathie incipiens avec microalbinurie. Alors chez un obèse non hypertendu à fonction rénale, dosez-vous la microalbinurie? Et si elle est pathologique, traitez-vous? Pour l'instant, j'ai pas d'évidence parce que l'étude que je vous présente, c'est des gens qui ont une fonction rénale altérée, protéinurique, pour lesquels il y a de l'effet, en sachant que l'étude n'était pas faite pour regarder ça non plus. Après, pour ce qui est le traitement en prévention primaire finalement, où j'ai aucune preuve pour l'instant, mais c'est vrai que l'on aurait envie.